La chute de la France en 1940. Quand on y pense, c'est l'un des événements les plus foudroyants, les plus incroyables du XXe siècle. Mais attention, ce n'est pas juste une défaite militaire. Non, c'est bien plus que ça. C'est un fascinant puzzle d'idées, de doctrines, de souvenirs qui s'est complètement effondré. Comment une superpuissance de l'époque a-t-elle pu s'écrouler aussi vite? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En mai 1940, la France, c'est encore le grand vainqueur de 1918. Son armée est vue comme la meilleure du monde, un véritable rempart. Personne, mais alors vraiment personne, que ce soit à Paris, à Berlin ou à Londres, n'imagine une seule seconde ce qui est sur le point de se passer. 5 semaines, c'est tout. 5 petites semaines, et ce colosse s'effondre comme un château de cartes. Une rapidité qui a littéralement stupéfié le monde entier, et qui, encore aujourd'hui, continue de nous interroger. Alors la question, elle n'est pas seulement matérielle, vous voyez. Bien sûr, le matériel a eu ses failles, la stratégie aussi. Mais la vraie énigme, elle est peut-être ailleurs. Et si, avant de s'effondrer sur le terrain, l'armée française s'était d'abord effondrée dans les têtes? Allez, on plonge au cœur du problème. L'hypothèse qu'on va explorer, ce n'est pas tant une faillite des chars ou des avions, mais bien une paralysie de la pensée. Une doctrine militaire devenue si rigide, si figée, qu'elle a rendu toute l'armée incapable d'imaginer et donc de contrer une nouvelle forme de guerre. Et cette phrase, elle est incroyable. Elle est de l'historien Marc Bloch, qui était sur le terrain en 1940. Il l'écrit à chaud, en plein milieu du désastre. Et il a tout de suite compris. Pour lui, le problème n'était pas le courage des soldats, mais la pensée des chefs. Le triomphe allemand, dit-il, c'est avant tout une victoire des idées. On pourrait presque parler de dissonance cognitive. C'est un terme un peu savant, mais l'idée est simple. C'est comme si les deux armées ne jouaient pas au même jeu, sur le même terrain. Elles avaient deux logiques, deux visions du temps, deux philosophies de la guerre si radicalement opposées que le commandement français était tout simplement incapable de comprendre ce qui se passait sous ses yeux. La doctrine française, c'était la bataille méthodique. Le nom dit tout, hein. Tout est prévu, tout est lent, tout est contrôlé depuis le sommet. On trace une belle ligne de front, on pilonne avec l'artillerie pendant des heures, et puis on fait avancer les fantassins, pas à pas. C'est une guerre de chef d'orchestre où l'initiative locale est complètement bannie. Et en face, c'est tout l'inverse. Le contraste est saisissant. Face à cette méthode de notaire, les Allemands opposent 3 mots, 3 concepts clés. Vitesse, mouvement, concentration. L'idée, c'est de concentrer les blindés en un seul point pour percer le front et ensuite de s'engouffrer dans la brèche. C'est la philosophie du chaos organisé, de la rapidité, de l'initiative laissée aux commandants sur le terrain. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette obsession française pour le contrôle, pour la lenteur? Eh bien, pour comprendre ça, il faut faire un bond en arrière. Car le fantôme de la Grande Guerre hante absolument tous les esprits. L'origine de cette pensée, elle est tragique. Entre 1914 et 1917, l'armée française s'est littéralement vidée de son sang dans des offensives suicidaires, une boucherie qui a fini par provoquer d'immenses mutineries en 1917. En réaction, on a mis en place cette nouvelle doctrine, plus prudente, plus méthodique, et comme par hasard, elle coïncide avec la victoire de 1918. Du coup, elle est devenue un dogme, une vérité intouchable. 1 400 000 morts. Ce chiffre, à lui seul, il explique tout. Le traumatisme est national. Il n'y a pas un village, pas une famille en France qui n'ait été touchée. L'idée de revivre un tel massacre est tout simplement insupportable pour le pays tout entier. Et cet héritage, il est double. D'un côté, on a une armée qui ne jure que par la défensive pour économiser la vie de ses soldats. Et de l'autre, on a une société tout entière qui baigne dans un pacifisme très profond. Les deux se rejoignent, se renforcent et créent ce qu'on pourrait appeler une dépendance cognitive à la défensive. Tout ce qui ressemble à une attaque, à une prise de risque, est immédiatement discrédité, à la fois moralement et militairement. Bon ça, c'est pour les faits, mais l'histoire ne s'arrête jamais aux faits. Ce qui est tout aussi révélateur, c'est la manière dont nous, aujourd'hui, on raconte cette histoire. Comment est-ce qu'on représente un passé aussi complexe? Prenons 2 exemples très connus. D'un côté, la série documentaire française Apocalypse. C'est l'approche par le haut, épique, centrée sur la grande stratégie, avec des archives en noir et blanc qui ont été colorisées. Et de l'autre, la série américaine The War. C'est l'exact opposé, une approche par le bas, intime, au plus près des gens, en respectant la pureté des archives qui restent en noir et blanc. Et c'est justement ce choix de la colorisation qui a déclenché le plus de débats. C'est une controverse passionnante parce qu'elle oppose 2 visions, la vérité historique d'un côté et l'impact émotionnel de l'autre. En gros, il y a 2 écoles. D'un côté, les réalisateurs d'Apocalypse qui disent « les gens ont vécu la guerre en couleur ». Le noir et blanc, c'est une amputation, ça met de la distance. Pour eux, la couleur rend le passé plus proche, plus réel.
Ok. De l'autre côté, des critiques et des historiens qui alertent sur un risque de présentisme. On modifie le document d'archives pour qu'il soit plus digeste pour nous aujourd'hui, au risque de lui faire perdre son authenticité. Cette citation d'un critique de Télérama, François Heckscheiser, résume parfaitement le point de vue des sceptiques. Pour lui, la colorisation, c'est une tentative de lisser le passé, de le dompter pour qu'il s'intègre tranquillement dans notre consommation d'images d'aujourd'hui. Et au fond, c'est là que la boucle est bouclée. Ce débat sur la forme, sur la couleur, nous ramène exactement à notre point de départ, la faillite de l'esprit. L'incapacité à penser la guerre en 1940 trouve un écho étrange dans les choix intellectuels que nous faisons aujourd'hui pour penser et représenter cette même histoire. Finalement, ça nous laisse avec cette question qui est assez vertigineuse. Pour que l'histoire compte vraiment pour nous, est-ce qu'elle doit nous transmettre des faits dans leur pureté absolue, même s'ils nous paraissent lointains, ou est-ce que son but, c'est avant tout de créer une connexion, une émotion, quitte à prendre quelques libertés avec l'archive? La question, évidemment, reste ouverte.